Béninoises et Béninois, chers compatriotes, je voudrais en ce moment spécifique où l'humanité tout entière fait face à l'une des épreuves les plus rudes de l'histoire, vous adresser, de loin où je suis poussé à être, ma proximité priante. Je voudrais également vous dire que le Covid-19 est une véritable troisième guerre mondiale qui se joue sous nos yeux. Mais une guerre pas comme les deux premières guerres mondiales, une guerre asymétrique dans la mesure où l'ennemi n'est pas visible. Mais une guerre aussi plus complexe que les deux premières guerres mondiales parce qu'il n'y a pas une partie avec laquelle il faut négocier le cessez-le-feu. Mais vous pouvez négocier le cessez-le-feu avec vous-même. Et négocier le cessez-le-feu avec vous-même consiste à observer les gestes barrières édités par l'Organisation mondiale de la santé. C'est le moment de pouvoir féliciter certains gouvernements africains qui ont donné le bon exemple en prenant la crise très au sérieux et en prenant des mesures hardies pour pouvoir circonscrire sa propagation et pouvoir l'étouffer. Des États-Unis, où je vous parle, devenu depuis quelques semaines le siège délocalisé du coronavirus, je peux vous dire qu'en ce qui concerne notre pays, le Bénin, la situation est plus que critique. Loin des chiffres qui nous sont annoncés. Dans la réalité, aujourd'hui, par expérience, et pour ce qui s'est passé dans les autres pays, et ce que je vois là où je suis ici aux États-Unis, le nombre de cas au pays pourrait être peut-être de 10 ou 20 fois cela. Cela voudrait dire que chacun dans son vécu quotidien doit pouvoir se donner la responsabilité et le devoir de pouvoir se dire que le virus peut être partout et peut provenir de partout. Il faut donc, chers compatriotes, faire en sorte que vous puissiez résolument et avec la plus grande discipline combattre ce virus en négociant le cessez-le-feu avec vous-même. Chers compatriotes, ma présente adresse se fait au lendemain de ce qu'il convient d'appeler communément l'affaire Komi-Koutié. Cette affaire qui s'est illustrée depuis 4 ans comme une véritable chasse à l'homme et dans laquelle j'ai décidé de franchir toutes les étapes, non seulement en éprouvant ce qu'est devenu le système judiciaire de mon pays, mais aussi en éprouvant la bonne volonté et la bonne foi des responsables de notre pays depuis 2016 en ce qui concerne la lutte contre la corruption, m'a permis, et vous a d'ailleurs permis aussi, de pouvoir déduire les leçons qui sont les vôtres. Comme vous le savez, sans surprise aucune, la nuit du 3 avril au 4 avril 2020, la sentence tant entendue est tombée. J'ai été condamné à 20 ans de prison pour détournement. Détournement dans une affaire qui a été connue partout dans le monde. Curieusement, j'ai été acquitté pour des infractions de blanchiment d'argent, d'enrichissement illicite et de capitaux. Ce qui est curieux, c'est que jusqu'aujourd'hui, aussi bien mes avocats que ceux qui étaient présents dans la salle ne sont pas capables de me dire combien j'ai détourné. Et si je ne me suis pas enrichi illicitement, les produits du détournement sont allés où? Je ne voudrais pas m'attarder sur ce que tout le monde sait déjà. Mais je voudrais simplement vous dire, 20 ans de prison, ça comporte le chiffre 20. Et pour le régime de la rupture, le chiffre 20 est un symbole. 20, c'est le nombre d'années pour lequel tous les responsables de partis politiques obligés à rentrer dans les 2 blocs paternalistes du chef de l'État se sont engagés à renoncer à toute organisation politique et à leur parti politique. 20 ans également, c'est le standard de condamnation des opposants les plus menaçants. Il est clair qu'il y a un tableau de bord de la rupture qui trouve son fondement dans le chiffre 20. Mais 20 ans,
seul le maître du temps sait ce qui peut se passer. Et ceux qui ont donné l'ordre de prononcer cette condamnation de 20 ans, et ceux qui ont été les metteurs en scène, et ceux qui ont été les exécutants, seul ce maître du temps sait ce qui adviendra de leur vie avant que cette échéance n'arrive. Mais je suis convaincu que beaucoup de choses auront évolué dans la planification qui est faite et qui a conduit à cette condamnation. Pour moi, ce n'est pas une condamnation de surprise, parce que le processus continue, parce que je m'y attendais. Le processus continue parce que j'ai décidé d'éprouver le système judiciaire du pays. J'ai donné l'ordre à mes avocats d'aller en appel. Je peux déjà vous dire que je n'attends rien de cet appel, dans la mesure où déjà, c'est le président de la composition qui a connu de l'affaire, qui est aussi le président de la cour d'appel, de la chambre d'appel de la Criette. Il est clair qu'il ne se dédiera pas. Même si par acrobatie, il se fait qu'il ne se met pas dans la composition qui va connaître du dossier en appel, c'est à lui d'affecter à qui il veut pour avoir le résultat qu'il a déjà proclamé en première instance. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que quelqu'un qui, dans le cadre de ce même dossier, l'a connu à une certaine étape, se retrouve ailleurs. Joseph Diobenou, qui était le ministre qui a initié la poursuite, s'est retrouvé à la Cour constitutionnelle et n'a pas hésité à faire un revirement honteux de jurisprudence. Ce dossier ne nous apprendra plus rien. Observez aussi que, dans ce même dossier, entre autres sanctions, il est décidé la confiscation de tous mes biens. Même ceux que j'avais déjà, avant de commencer par exercer des fonctions publiques. Je ne suis pas surpris, simplement parce que, avant même que l'audit du Fonds national de microfinance ne commence, avec l'aide de proches, tous mes biens avaient été déjà inventoriés. Le mot d'ordre, c'est de bannir définitivement Komi Koutié de la terre Bénin. Une terre pourtant sur laquelle le tout-puissant créateur l'a établi. L'homme dit, il faut le bannir. À vous, mes proches, qui vous préoccupez de cette situation, je voudrais dire ce qui suit. Il y a 24 ans, lorsque j'arrivais à Cotonou pour la première fois, j'étais venu avec 2 pantalons et un sac de voyage déchiré. Si après 24 ans, j'ai pu avoir ce que le plus fort décide de prendre aujourd'hui, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui aura repris. Tant que j'aurai la vie, je continuerai. Et tant que Dieu continuera à me donner le souffle, je continuerai. Je voudrais en cela vous dire, vous remercier pour vous qui m'avez personnellement appelé en offrant de l'asile dans mon propre pays à mes enfants qui sont dans ma demeure à Calavi. Je voudrais vous remercier et vous dire, je ne vous mettrai pas en danger. Je sais déjà le nombre de personnes, le nombre d'innocents qui ont déjà fait les frais de cette chasse à l'homme dont je suis victime. Je ne vous mettrai pas dans ce danger-là. Mais je sais que à la fin du rouleau, la vérité va triompher. Parce que le plus fort ne sera jamais autant fort que Dieu. Je voudrais finir sur ce point, en levant quand même quelques points d'équivoque. Vous savez, loin de me faire du mal, c'est une procédure qui m'a rendu service. Cette procédure a permis à ceux qui sont mes persécuteurs de se rendre compte que je suis loin d'être ce qu'ils pensent. Pour moi, toute la vie est un projet. Et dans ma conception de la vie comme un projet, chaque journée est une vie entière qu'il faut remplir et accomplir. Je n'ai donc pas peur de demain. C'est lorsqu'on a peur de demain qu'il vous passe dans l'idée de procéder à des actions qui ne sont pas des actions orthodoxes pour vous garantir un hypothétique lendemain. Je n'ai pas peur de demain. Et chaque jour que Dieu fait, j'essaye de remplir ma journée comme toute une vie entière. Ceux qui ont côtoyé ma vie quotidienne savent que j'ai été éduqué pour gagner ma vie
à la sueur de mon front. Du travail, et rien que du travail bien fait. Et ceux qui m'ont côtoyé dans mes différentes positions professionnelles savent qu'il ne m'est jamais passé par l'esprit une quelconque idée de procéder par quelque moyen que ce soit pour pouvoir dérober un seul franc de l'État. Et ceux qui ont été payés pour faire des témoignages en charge, en contrepartie de leur liberté, et même ceux qui ont connu de ce dossier savent que le verdict qui est prononcé s'est basé sur du faux. Et je me réjouis qu'il n'y ait pas d'éléments nouveaux par rapport à ce qui a été connu par une justice internationale, comme celle de Madrid, comme les éléments qui ont été connus par la Chambre légale de Interpol, qui tous deux ont conclu qu'il s'agit d'une persécution politique. Et d'ailleurs, la sentence en témoigne. La loi dit clairement, quand quelqu'un détourne, on dit qu'est-ce qu'il a détourné, à quelle occasion il l'a fait, quel est le montant détourné. Toutes choses qui ne sont pas communiquées jusqu'à aujourd'hui. La magie aidant, comme ça c'est toujours illustré dans ce dossier, il est évident qu'avant que ça n'arrive en appel, ces montants peuvent être établis. La sentence demande qu'on arrache tous mes biens. Au détriment même du fait que la loi dit que pour confisquer les biens, c'est les biens qui proviennent des fruits du délit qui sont concernés. Mais puisque la sentence ne peut pas identifier clairement le délit, le mieux c'est de dire, notre objectif étant de le bannir, il faut pouvoir tout prendre. Ce n'est pas grave. Ils ont fêté, ils ont bu du champagne en disant mission accomplie. J'ai aussi fêté, j'ai aussi bu du champagne en disant je remercie Dieu de leur avoir montré que quand on est du faux, dans le faux, on fait toujours un processus éprouvant. Jamais aucun processus judiciaire au Bénin n'aurait demandé autant de manipulation de tests, autant de votes de loi et de reprises de loi pour aboutir à la fin. Mais je voudrais leur assurer que cette fin-là, c'est le commencement de tout. Parce qu'au moment où ils ont cru avoir accompli leur mission et sont en train de sabler du champagne, c'est en ce moment-là exactement que Dieu lui met son horloge en marche. Je voudrais donc vous remercier pour vos soutiens et vous rassurer que, en lieu et place de toute la communication qui vous est faite, moi, Komi Koutié, je n'ai que 2 maisons dans ma vie. Pas que je ne pouvais pas construire plus, mais j'ai été éduqué dans la modestie. Je n'ai pas été éduqué dans l'extravagance. Je connais ce que c'est que l'utilité. Et ce qui dépasse déjà les bornes de l'utilité ne fait plus partie de mon éducation. Si j'ai de l'argent pour construire 13 immeubles, je construis 2. Celui qu'il me faut à Cotonou, celui qu'il me faut au village, et le reste, j'investirai dans des salles de classe. C'est comme ça que je suis utile à ma communauté. Mes 2 maisons, même des gens qui sont avec le chef de l'État, savent quand est-ce que je les ai construits. Ma maison de Calavi, comme ça a été d'ailleurs démontré à Madrid, a été construite depuis des années. Ma fille aînée qui a bientôt 18 ans est née dans cette maison. Ça figure clairement dans son acte de naissance. Ma maison du village a été construite bien avant 2006. Ça a servi de siège de campagne pour Yahi Boni en 2006. Je ne dis pas tout ceci pour me justifier pour des choses que vous connaissez déjà, mais je voudrais déjà rassurer ceux dans la tête de qui il y a eu le moins de doute qu'il ne doit pas avoir de doute. Ce qui importe pour moi, c'est ce que je sais que je suis, que ceux qui me connaissent savent que je suis, et ceux qui me connaîtront découvriront que je suis. Ce n'est pas ce que mes détracteurs veulent que je sois et travaillent à construire que je sois. C'est le plus important. Le deuxième point d'équivoque que je voudrais lever, c'est cette affaire de comptable abondamment relayée. Je voudrais vous dire ceci. Comme je l'ai répété tantôt, le travail bien fait et le dur travail pour gagner sa vie, l'honnêteté ont toujours été mon leitmotiv. Le comptable dont on parle n'est pas un collaborateur. C'est mon fils, comme tout le monde l'appelle. C'est mon garçon aîné. C'est mon cousin. C'est moi qui l'ai élevé. C'est lui qui s'occupe des affaires privées de ma femme et de moi-même. Il n'était pas comptable avant de faire tout ça.
Il est devenu directeur comptable du Fonds national de microfinance plusieurs mois après mon départ. Contrairement à beaucoup d'autres Béninois qui ont été pressurés, étouffés comme ça dans l'œuf, ce dossier est connu à l'international. Et je m'attendais à ce que le pouvoir, pour une fois, restaure sa crédibilité. Mais comme l'objectif est clair, il se poursuit. Mais cet objectif n'arrête rien en ce qui concerne mon engagement. C'est cela en ce qui concerne ce dossier. Le Bénin, 4 ans après, donne à réfléchir. Il y a quelques jours, nous avons fêté les 4 ans, chacun en fonction de la position dans laquelle il se trouve. Mais la principale question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que notre Bénin est devenu 4 ans après? Le Bénin, 4 ans après, peut être comparé à un supermarché tombé sous le contrôle de braqueurs qui tire sur tous les propriétaires qui bougent et qui ne laissent passer que les propriétaires qui sont prêts à aller remplir leur camion amené pour emporter l'objet du crime. C'est comme ça que nous pouvons caricaturer notre pays aujourd'hui. Le Bénin, 4 ans après, c'est un Bénin dans lequel la plus grande richesse, l'édifice démocratique, est complètement détruit. À commencer d'abord par le système judiciaire, qui a complètement déchiqueté notre première richesse, qui était la diversité culturelle et l'unité nationale. Et pour vous en donner les preuves, je vous citerai juste à titre indicatif quelques chiffres que je demande qu'on démente. Est-ce que vous savez que depuis 2016, chers compatriotes, 99,2% de tous ceux qui ont été envoyés en prison sont soit du rang de l'opposition ou des gens qui ne sont pas engagés dans la politique mais qui ont une voix discordante. Tenez, 100% des acquittements, des déclarations de non-lieu ou de déclarations d'incompétence ou de libération pour diverses raisons, bonne conduite en prison, ces 100% sont soit des gens proches de la mouvance ou des gens rentrés là-bas comme de l'opposition pour voix insoumise et qui prennent l'engagement à l'intérieur de la prison de sortir pour chanter les louanges du pouvoir. Ce n'est pas ça notre Bénin. Et ce n'est pas ça le Bénin qui va garantir l'avenir de nos enfants. Le Bénin également, c'est désormais le pays dont la police et la justice et l'armée lui sont volés. C'est sous le Bénin depuis 2016 que nous voyons une police qui crée un groupement tactique d'intervention, dont la mission est de faire des combats de localité. Ça veut dire quoi? En lieu et place du maintien de la paix, de la protection des populations et du maintien de l'ordre, notre police désormais fait des combats de localité contre la population qu'elle est censée protéger. C'est cela notre police. Et c'est là aussi l'une de mes leçons dans ce parcours. J'ai réussi à éprouver la volatilité de ce que peut être le cadre béninois. Et nous devons travailler à minimiser les risques d'implosion de notre société. Je crois en la culture démocratique et je crois en ce que c'est dans le dialogue des idées que nous pouvons trouver nos solutions. Nous devons donc avoir le courage, malgré le risque d'oppression qui existe sur le terrain, de pouvoir sortir ces réalités pour qu'enfin, les gens, même s'ils se refusent de croire, d'admettre l'évidence aujourd'hui, regardent là où ils sont en train de conduire le pays. Le Bénin, depuis 2016, c'est également un Bénin à une économie particulièrement extraordinaire. Un Bénin dans lequel nous avons une croissance économique astronomique, mais curieusement une croissance économique inversement corrélée avec les réalités de la vie quotidienne des populations. Sinon, comment comprendre que nous puissions avoir une croissance économique de plus de 7% et que jusqu'à l'heure où nous parlons, alors que tous les pays de la sous-région ont pris des mesures hardies contre le coronavirus, en sachant bien sûr que le coronavirus
n'est pas qu'une crise sanitaire, mais une crise sanitaire qui va déboucher sur une crise humanitaire, qui débouchera sur une crise économique et qui impactera dans la durée même nos interactions sociales. Combien de mois vous faut-il pour croire encore que même le cousin avec qui vous restez dans la même maison, vous ne pouvez pas lui serrer la main au risque d'attraper le coronavirus? Il restera dans nos mémoires le risque de pouvoir contracter le virus, même avec nos plus proches, si nous nous rapprochons d'eux, même après le passage du virus. Et le virus affecte même les grandes puissances. Le coronavirus, c'est la preuve de l'impuissance des grandes puissances. Qu'en est-il déjà des 100 puissances que nous sommes? Et que dans ces conditions, le pays le plus performant en matière de croissance économique de la sous-région que nous sommes ne puisse pas être en mesure de dégager même 500 milliards de francs CFA pour aller au secours des bonnes dames, pour obliger les conducteurs de taxi-moto à rester à la maison ne serait-ce que pour un mois, pour obliger les bonnes dames qui se côtoient à millimètre près chaque jour pour survivre à rester à la maison, rien que pour circonscrire le mal. Je pense que c'est une croissance vraiment extraordinaire. Si elle existe, elle est extraordinaire. Et comme je vous l'avais dit, c'est une croissance à laquelle je ne crois pas. C'est des chiffres arrangés. Mais comme on ne peut pas parler, quand vous parlez, vous allez en prison ou on vous donne 20 ans de prison, la situation est comme ça. Mais il y a des réalités qu'on ne peut pas démentir. On peut empêcher les gens de parler, mais on ne peut pas empêcher certaines réalités de révéler ce qui est. Et c'est pourquoi je voudrais inviter les autorités de notre pays à revoir leur copie. Cela paraît fondamental, parce que le Bénin est en train d'aller vers la ruine. Si la tendance se poursuit, il arrivera un moment où notre pays sera incapable de faire face à un certain nombre d'obligations essentielles. C'est cela la vérité. Et c'est ce que nos devanciers ont refusé en allant à la conférence nationale de 1990. Mais puisque le Bénin est devenu aujourd'hui un pays d'esclaves, où pour jouir du bien le plus commun au monde, qu'est la liberté, il faut d'abord chanter les louanges du chef. Tout le monde voit, tout le monde sait, mais personne ne peut dire. Ou si vous voulez dire, il faut dire ce que le chef aime entendre, mes chers compatriotes. L'heure est grave. Il n'y a plus d'autre solution que de sauver le Bénin. Et pour sauver le Bénin, cela appelle le sacrifice de tous. Nous ne devons pas avoir peur d'être condamnés même à mort. Dans notre pays, des gens ont été condamnés à mort. Ils sont là aujourd'hui. Le plus important, c'est que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire et ce que vous cherchez pour le pays. À ceux qui croient encore en la libération de notre pays par la résistance, je voudrais une fois encore ici vous demander de laisser tomber les calculs individuels. C'est de la pire stupidité que de penser qu'on peut discuter la viande d'un gibier couché au milieu d'un troupeau de lions. Il n'y aura pas de bonheur individuel. Soit nous périssons tous, soit nous nous soumettons tous, ou soit nous réussissons tous. En ce qui me concerne, moi, si le but visé à travers ma condamnation, c'est de dire on va le faire taire, c'est même maintenant que ma bouche s'ouvre. Moi, je me mets résolument, comme depuis toujours, à la disposition de ce combat. Et c'est un combat que je sais que nous ferons et que nous allons gagner. Parce que le peuple est au-dessus des individus. Observez autour de vous aujourd'hui. La politique sous Boni Yayi avait été de stabiliser la haute classe, mais de créer une classe moyenne qui croisse rapidement, de sorte à ce que cette classe moyenne puisse aussi impulser, avoir un effet induit sur la basse classe, qui elle-même bénéficiait d'un certain nombre de programmes sociaux pour favoriser sa transition vers la classe moyenne. Ceci s'est illustré par plusieurs mesures. On me condamne aujourd'hui pour des microcrédits, dont tous les comptes ont été certifiés.
connu de la Chambre des comptes, certifié par les bailleurs. Mais depuis 2016, que le gouvernement me dise combien de microcrédits il a placé. Et mieux, c'est qu'il y a eu des détournements massifs qui ont été notifiés au tout-puissant procureur spécial de la République. Quand tu es du bon côté, il n'y a pas de problème. Je reviens donc à ma démonstration pour dire que reste-t-il de cette classe moyenne aujourd'hui? Que reste-t-il de ces populations de la basse classe qui étaient en transition? Fut-il même pas des actions mal organisées vers la moyenne classe? Le coefficient de Gini au Bénin aujourd'hui est l'un des plus spectaculaires possibles. Le bonheur, c'est désormais l'affaire de 200 personnes au sommet. Quand je dis 200 personnes, c'est députés nommés, ministres, et puis profiteurs d'à côté compris. Les 12 millions de Béninois, moins les 200 personnes là, on s'en fout. Pour une fois encore, je dis, je n'ai aucun problème personnel avec le chef de l'État, Patrice Talon. C'est vrai, certains me disent, nous n'avons pas compris pourquoi quand il entend ton nom, il devient enragé. J'ai posé la question à ceux-là. Quand il entend le nom de son fils Léonel, il sourit ou il devient enragé? Ils disent, on ne sait pas. Je dis, c'est sûr qu'il sourit. S'il protège son enfant, comme d'ailleurs tous ceux qui sont à son service, protègent leur enfant, et cherche à détruire le pauvre fils de paysan que moi je suis, je laisse Dieu juger. Il est donc évident que nous sommes à la croisée des chemins, et soit on accepte de dire la vérité aujourd'hui, quel que soit ce que ça nous coûte, ou on se tait, et ce serait le suicide collectif. Et pour les opprimés, et pour les oppresseurs, et pour les applaudisseurs. Pour vous les millions de Béninois, à qui on a voulu faire du mal, en disant prononcer cette condamnation, pour les démoraliser, je voudrais vous dire, restez debout. Je vous remercie et une fois encore, prions Dieu, le Tout-Puissant Créateur, qui est au-dessus de tout, et tout ce que chacun de nous adore, qu'il puisse nous préserver de ce grand test auquel il est en train de soumettre tout le monde pour éprouver sa foi et démontrer sa puissance, afin que nous ne soyons emportés par les flots du coronavirus. Et à ceux qui sont déjà tombés par les affres de cette pandémie, nous souhaitons paix à leurs âmes. Béninoises et Béninois, il n'y a pas matière à désespérer. Demain sera beau. Et il le sera. Quant à moi, je reste toujours debout et plus que jamais engagé. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.